Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, il va être consacré à la question de la transformation numérique dans les écoles d'ingénieurs. On va attendre que tout le monde se connecte quelques instants. Bienvenue. Bonjour, bonjour Margot. N'hésitez pas à dire bonjour au reste des personnes qui sont là dans le chat. C'est une bonne manière de commencer cette fin de journée. Merci de nous rejoindre. On sait que c'est une période qui est chargée, cette période de fin de semestre. Donc, on est ravis de voir que vous êtes là. Bonjour Sandrine, bonjour Nassim, bonjour Clara, bonjour Laurence. Alors, donc je vais sans transition vous présenter donc les deux personnes que vous voyez à l'écran, donc Angelo et moi-même. Bienvenue Angelo, merci de nous faire le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Et bonjour Arlène et bonjour à toutes et tous. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que tu fais au groupe à l'Institut Mines Télécom? Oui, donc, je m'appelle Angelo Montoni, je travaille à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et je coordonne les actions de transformation éducative du groupe. Donc, on est 8 écoles, donc 7 écoles d'ingénieurs plus une école de management et plusieurs écoles affiliées aussi. On a une douzaine des écoles affiliées, partenaires stratégiques, etc. Et mon travail principal, c'est l'animation des groupes de travail et des réseaux. Donc, animer les réseaux des écoles où il y a des conseillers pédagogiques, d'ingénieurs pédagogiques, et principalement sur des sujets que je pense la plupart et des gens qui nous qui sont là connaissent bien, donc l'accompagnement des enseignants, donc l'accompagnement des enseignants-chercheurs centré d'un côté sur la valorisation et aussi sur la formation des enseignants, et aussi l'animation du réseau pour l'expérimentation des outils, donc réalité virtuelle, et Google Lab. On a aussi un groupe qui est très engagé sur l'expérimentation sur Google Lab et bientôt Google Flash, et aussi la mise en place des projets liés au numérique. Donc, c'est assez large, assez vaste, mais mon champ de travail. Super, ben merci, on est ravis en tout cas. C'est vrai qu'on travaille depuis quelques temps déjà avec les différentes écoles de l'Institut Mines Télécom. Et donc, merci de nous apporter ce regard aujourd'hui. Donc, de mon côté, je m'appelle Arlène Botocro. Je suis, alors c'est en anglais, Account Manager Lead, mais je suis bien ici plus spécialiste de l'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur en France, donc sur les deux logiciels que sont WooClap et WooFlash. Et donc aujourd'hui, je vais animer cet échange. C'est un échange que l'on fait avec vous aussi, vous tous et vous toutes qui nous regardez de loin. Alors, je vais vous proposer, dans un premier temps, justement, de nous faire part un petit peu de vous, ce que vous avez à dire sur ces questions, justement, de transformation numérique dans les écoles d'ingénieurs. Donc, je vais envoyer un lien dans la conversation. Vous pouvez vous y connecter. Vous pouvez également, sinon, scanner avec votre téléphone le QR code qui est affiché en gros à l'écran. Ça va vous permettre de rejoindre une question ou clap sur laquelle vous allez rapidement pouvoir donner quelques éléments de réponse. Et puis, je demanderai aussi à Angelo Montoni s'il peut réagir par rapport aux réponses que vous donnerez. Donc, vous pouvez continuer à vous connecter. Je vais sortir du QR code, mais le lien reste toujours actif. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Il est dans la conversation, dans le chat. Et la question que je voulais vous poser dans un premier temps, c'était celle justement des enjeux majeurs dans votre établissement actuellement, puisque on a donc décidé, nous, à WooClap, d'organiser ce point parce qu'on travaille avec un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. On se rend compte que les enjeux de la transformation numérique sont multiples, puisqu'ils sont aussi bien concernant le contenu des programmes que la manière dont on travaille entre les équipes, que les méthodes pédagogiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité Angelo aujourd'hui. Mais on veut bien savoir, vous, ce qui est important dans votre actualité, et peut-être qu'il y a des liens avec les raisons de votre présence. Alors, on a le thème hybridation qui est très important. Donc,
N'hésitez pas à envoyer plutôt des réponses en un mot. Ça permet qu'elles ressortent de la manière la plus claire qu'il soit. Angelo, est-ce que ce qui apparaît à l'écran là donne des réactions? Oui, bien sûr. Et je pense qu'on partage plus ou moins les mêmes problématiques, donc les mêmes enjeux. Et concernant concrètement l'IMT, je pense qu'il y a quelque chose que je vois là qui défile, que c'est l'harmonisation des outils. Donc, trouver une cohérence à toute cette panoplie d'outils pédagogiques qu'on commence à utiliser dans les écoles. Et pour nous, un sujet très important déjà, c'est cette idée d'harmoniser les usages parce qu'on a plusieurs écoles. Et l'idée, c'est qu'on puisse arriver à faire des choses ensemble. Donc, il y a aussi cette idée de mutualisation. Je ne sais pas si il y a quelque part par là l'idée de mutualiser des outils, mais pour notre groupe, c'est important parce que bon, ce sont des écoles qui se retrouvent un peu éparpillées par tous les territoires français. Et on a toujours envie de travailler ensemble, mais il y a aussi cette nécessité de garder aussi un peu d'indépendance, de liberté et dans le fonctionnement des écoles. Donc, il y a cet équilibre à chercher entre harmonisation et cohérence dans l'utilisation des outils, dans les usages, et aussi garder un peu d'autonomie. Et je vois aussi les contenus. Donc, ça, c'est aussi une problématique qui, pour moi, c'est très important actuellement. C'est-à-dire comment on arrive à transformer les contenus pour les adapter justement à un usage numérique. Et avec la pandémie, je pense que la plupart se sont retrouvés avec des enseignants qui essayaient de transformer ou de transposer les cours classiques sur amphi, dans un amphi ou un cours de DTD, etc., sur des outils pédagogiques nouveaux, donc faire une visio avec des contenus qui n'étaient pas adaptés. Et donc, on travaille beaucoup maintenant justement dans cette transformation des contenus. Et il y a toute la nécessité aussi, je vois pas trop les mots, oui, là je les vois très, très grands, l'idée des compétences. Donc il y a toute cette dynamique de transformation des passages vers une approche par compétences. Donc là, je pense que vraiment on est dans la même, on partage les mêmes problématiques, le même enjeu. Oui, je pense qu'un des autres mots qui ressort, c'est la question de l'interopérabilité entre les outils. C'est un enjeu dont on a déjà parlé. On est en ce moment en train d'échanger sur des questions d'intégration dans Moodle, notamment des plateformes. C'est vrai que c'est un sujet, et la question de l'approche par compétences également, pour échanger avec de nombreuses équipes partout en France. Je vois effectivement en dehors de ce nuage de mots et là de ce qui est dit du côté de l'IMT que voilà, c'est vraiment l'un des gros sujets actuels. Merci pour votre contribution dans ce nuage de mots qui continue à grossir. Je pense que notre équipe prendra une capture d'écran de ce nuage de mots et le partagera sur les réseaux sociaux si vous voulez retourner le voir plus tard ou bien le partager. Je vous propose que l'on avance dans cette petite introduction. Donc aujourd'hui, on va avoir quatre parties. On a encore 40 minutes ensemble à peu près. On va vraiment, donc de manière globale, parler de cette question-là, de la transformation numérique dans les écoles d'ingénieurs. On va ensuite avoir le regard notamment d'Angelo sur la question de l'impact que ça a sur la pédagogie. Et ensuite, on parlera justement, tout à l'heure, à l'instant, a été évoquée la question des contenus. Comment est-ce que ça a un impact sur les sujets qui sont abordés dans les écoles d'ingénieurs? On aura aussi un temps pour que vous puissiez vous exprimer en posant vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, par ailleurs, tout le long de la conversation. Nous, ça nous permet de les isoler pour ensuite y répondre lorsque on arrive à ce moment-là. Voilà, donc on va passer à la première partie. Oula, pardon. Voilà, on va passer à la première partie. Et donc, ma première question, c'est justement, aujourd'hui, quelles sont les questions principales qui se posent autour de ce thème de la transformation numérique dans les écoles d'ingénieurs qui constituent le groupe, enfin, l'Institut Mines Télécom? Et donc, je pense que on a traité rapidement à partir des échanges sur
les sujets, je pense, les questions qu'on se pose. Et il y a cette idée de multiplicité d'outils. Donc, on voit vraiment que, surtout après la période de confinement, on a commencé à utiliser énormément d'outils numériques. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu déjà de continuer justement l'expérimentation. Donc, on ne peut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous aussi, on continue à trouver des partenaires, surtout de l'EdTech, et pour justement arriver à proposer des choses nouvelles aux enseignants-chercheurs. Et de notre côté, il y a aussi ce souci de pérennisation, c'est-à-dire on a utilisé beaucoup de choses et on a expérimenté, mais ensuite il faut savoir décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et l'exemple, c'est par exemple le Google Lab, ça a donné, c'est un succès. Bon, on peut pas les nier, les profils l'utilisent beaucoup. Et donc, effectivement, on les garde. Donc, il faut essayer de trouver après la façon de financer ce type d'investissement. Donc là, il y a justement la gestion de la multiplicité des outils. Et ensuite, il y a aussi une problématique qui n'est pas nécessairement très liée à l'utilisation, c'est plutôt les problèmes de la data. Donc, on pourrait dire comment on arrive à gérer toutes les problématiques liées à l'hébergement, à l'RGPD. Et nous, on a des DPE aussi qui nous posent quand même pas mal de questions quand on essaye d'utiliser des nouveaux outils numériques. Donc, il faut répondre aussi à toute cette problématique qui est légale. Et d'un côté, donc, il y a la data, la souveraineté numérique. Donc, c'est aussi un sujet qui est très important pour nous. Et donc, il y a cette idée de garder quand même d'être dans une sorte de sécurité concernant les données, mais aussi dans une logique d'open data, parce que il faut aussi utiliser toutes ces données, toutes les traces d'apprentissage qui laissent parfois l'utilisation des outils numériques pour améliorer l'expérience des étudiants, des étudiants et des étudiantes. Et donc, pour cela, il faut aussi donner la possibilité aux chercheurs qui travaillent avec l'analyse des données d'avoir accès à toutes ces données. Et de l'autre côté, il y a aussi, je pense que peut-être on pourra parler un peu plus en profondeur plus tard, mais il y a des demandes des étudiants concernant la responsabilité écologique, donc les low-tech. Et donc, il faut arriver à un équilibre entre l'utilisation des outils numériques et aussi la protection de la planète. On sait que les stockages de données, ça génère pas mal des problèmes écologiques. Donc, les étudiants, ils sont très soucieux de ce type de problématiques. Donc, pour nous, c'est aussi un des enjeux. Et ensuite aussi, c'est la formation des enseignants-chercheurs. Et ils ne sont pas tous au même niveau. Et l'utilisation des outils, pour certains, ça peut être aussi compliqué. Donc, il faut être à leur côté, il faut les accompagner et les former. Et pour cela, c'est aussi nécessaire d'avoir des équipes. Donc, je pense surtout aux ingénieurs pédagogiques, aux conseillers pédagogiques, et qui deviennent des personnes très, très, très nécessaires dans nos institutions. Donc, nous, on essaye toujours de garder les ingépédas chez nous, la plupart. Après, il y a énormément de contraintes concernant, je pense, les fonctionnements de l'enseignement supérieur, où il y a beaucoup de projets. On travaille beaucoup à partir des projets et ça crée une problématique aussi, que c'est la pérennisation du personnel d'accompagnement à la pédagogie. Donc, grosso modo, je pense que c'est les questions on se pose actuellement, les problématiques liées justement à l'utilisation du numérique. Si on reprend la première, la question justement de la gestion de la multiplicité des outils, et en fait, si on la croise aussi avec la question du respect RGPD, de l'enjeu d'avoir une formation qui soit possible sur ces outils, enfin en tout cas une prise en main qui soit possible sur ces différents outils. Vous, du coup, quels sont les impératifs que vous avez quand vous réfléchissez à ces sujets-là? Parce que donc ça, ce sont des problématiques. Ensuite, pour les actionner, je sais que vous travaillez avec un certain nombre d'EdTech, justement, c'était mentionné tout à l'heure. Ensuite, comment est-ce que vous prenez ces différents éléments en compte pour orienter vos décisions? Est-ce que vous avez des méthodes ou des conseils particuliers là-dessus? Actuellement, c'est
ce qui ont fait qu'on ne faisait pas avant et qui, je pense, c'était aussi un changement très important qui a généré la pandémie, c'est un travail très rapproché avec les DSI. Donc, à une époque, les services pédagogiques, ils n'étaient pas nécessairement très proches des DSI et actuellement, les DSI deviennent des partenaires très importants et c'est eux qui aussi nous aident à faire un peu les tri entre tout ce qu'on peut utiliser. Et bah déjà au niveau de la sécurité et la protection des données. Donc c'est un des rôles. Souvent les DPE ils sont attachés à la direction des services informatiques. Et ça c'est déjà un travail qui a commencé qu'on fait et régulièrement avec toutes les écoles. Donc je pense que ça c'est une des stratégies qui a donné des bons résultats, c'est-à-dire de travailler de façon plus proche avec des experts d'un domaine qui, pour les experts plutôt pédagogiques, semblait éloigné. Et ensuite, il y a un travail qui est d'éveil. Donc, on regarde beaucoup ce qui s'est fait, ce qu'il faut les autres. Et donc, ça, c'est aussi très important d'avoir des personnes qui s'intéressent à ça. Et justement, c'est souvent des ingénieurs pédagogiques qui arrivent avec des idées, des nouvelles idées ou des nouveaux outils qui peuvent nous aider à choisir les bons, faire les bons choix et aussi la bonne utilisation. D'accord. Et sur cette question-là, est-ce que vous avez des conseils justement sur la question de la veille et comment rester ouvert justement pour être capable de ne pas s'arrêter, on va dire, parce que transformation, ça dit aussi continuité dans le fait de regarder ce qui se passe. Je pense qu'on a des équipes qui sont présentes là dans le public qui peuvent être intéressées. Ben, nous, en général, ce qu'on fait déjà, c'est un travail en réseau. Donc, ça nous permet de l'ensemble des ingénieurs pédagogiques qui font partie des écoles et de l'IMT, ils travaillent en réseau et ça permet d'avoir un peu une vision générale de ce qui s'est fait ailleurs. Et donc, pour moi, cette idée de travailler en réseau, c'est très important parce que, bon, déjà, on utilise des moyens des communications Slack, etc. On a des groupes de mailing list, etc. qui nous permet aussi d'être toujours en communication, même si les écoles ils sont assez distantes. Et donc ça, c'est d'un côté. Et l'autre, c'est la création de groupes de travail thématiques. Donc, on a des groupes de travail thématiques, par exemple, pour la réalité virtuelle. Donc, on a un groupe qui travaille très bien depuis déjà 3 ans. Et donc, bon, beaucoup plus. Ils ont commencé à travailler en 2017. Donc, oui, ça va faire 4 ans que ces groupes de travail sur les réalités virtuelles, ils existent et ils font la veille, ils testent des choses, ils se rejoignent pour aller au salon dédié, etc. Et une autre stratégie, c'est de s'approcher des partenaires experts. Donc, actuellement, par exemple, justement pour la réalité virtuelle, on adhère à France Immersive Learning, qui sont des experts dans les domaines et qui nous aident et ils nous conseillent souvent sur l'achat des outils, etc., des casques, des logiciels. Et on fait partie aussi des Ikigai qui travaille sur les jeux sérieux en ligne. Donc, ça permet aussi donc, d'avoir un travail avec des partenaires externes qui sont un peu plus à l'avance, qui sont spécialisés dans un domaine et ça nous permet de choisir les bons outils. D'accord. Donc, si je comprends du coup, au début, on va dire, pour faire la veille, on profite d'être en réseau, on communique via plein d'outils pour que les différentes écoles et les différentes personnes qui font partie de cette veille échangent entre elles. On mobilise également du coup des experts qui seraient extérieurs quand il y en a besoin et ne pas hésiter à tester et à faire des groupes de travail. Ensuite, ce que vous mentionniez plutôt sur la question de l'adoption des outils, c'était notamment un travail conjoint entre les équipes plutôt issues de la DSI et les équipes plutôt issues des questions pédagogiques. Si on avance un petit peu, une fois qu'une solution a été choisie, alors on parlera des étudiants plus tard dans la discussion. Là, sur la question des enseignants, vous mentionniez justement
la nécessité d'embarquer un maximum d'enseignants dans cette transformation. Est-ce que vous avez des conseils particuliers ou bien des bonnes pratiques peut-être à partager sur cette question-là de l'accompagnement en fait, des enseignants Et bon, on travaille, je pense, comme vous le faites, des webinaires. Donc, on a fait pas mal de webinaires. Je pense qu'entre 2020 et aujourd'hui, une cinquantaine. Et ensuite, ces webinaires, la plupart, ils sont enregistrés. Donc, ça nous permet aussi d'envoyer les gens vers ou révisionner des webinaires qui sont en ligne. Donc, on a un système d'hébergement des vidéos qui permet à tous les personnels des écoles de l'IMT d'aller aussi se former de façon autonome. Et il y a la création de tutoriels, etc. Donc, ce sont des choses un peu plus classiques, mais que les enseignants en général qui n'ont pas nécessairement le temps de suivre des formations très standardisées ou très séquencées, et ils peuvent aller se former la nuit ou un jour quand ils ont le temps de le faire. Et sinon aussi, c'est la formation un peu plus formelle. Et on a une école d'hiver à la pédagogie, donc qui dure 3 jours en dehors des écoles. Donc, on va tous à la montagne se former à la pédagogie pendant 3 jours. Et ça permet aussi de présenter des outils numériques, même si l'objectif, c'est surtout une formation plutôt à la pédagogie, donc aux enjeux de l'enseignement et qui vont plus loin que les numériques. Mais je pense que c'est la formation, c'est ça la clé. Très clair, hein, et ça nous permet de faire une formidable transition vers le deuxième axe sur lequel j'avais des questions. C'était justement l'impact de ces questions de transformation sur les pratiques pédagogiques. Donc justement, de quelle manière est-ce que ces pratiques pédagogiques que vous aviez, elles se retrouvent questionnées par ces différents éléments de transformation plutôt numérique du coup? Comment est-ce que vous articulez les deux dans les différentes écoles de l'IMT? Et moi, je pense qu'il y a des éléments qui vont un peu plus loin que les numériques. Donc, pour nous, vraiment, les numériques, c'est très important, mais ça reste quand même un moyen. Et donc là, notre objectif actuellement, c'est vraiment de mettre en place une pédagogie centrée sur l'apprenant, donc sur l'élève. Et cela demande déjà un changement de posture des enseignants. Donc, on doit former les enseignants à ces changements de posture où ils sont plus des sachants qui vont transmettre un savoir. Donc, c'est cette posture des coachs. On pourrait dire, je ne vais pas non plus classer les gens c'est pas des coachs les enseignants, mais il faudrait avoir une posture beaucoup plus proche des tuteurs, etc. Et il y a aussi cette proposition d'expérience nouvelle, donc donner la possibilité aux étudiants d'avoir des façons de vivre leur scolarité, leur expérience d'étudiante de façon différente. Donc là, c'est d'un côté notre objectif. Et pour cela, la partie numérique elle est fondamentale. Donc déjà, la posture enseignant, on essaye de transformer la façon classique d'enseigner. Et on pourrait dire, par exemple, l'exemple classique, c'est la classe inversée. Donc, on a commencé depuis des années à faire des expérimentations avec la classe inversée, mais le numérique nous a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc, la généralisation des Moodle dans les écoles, ça nous a aidé énormément justement dans les changements de posture des enseignants. Et il y a un autre élément qui devient hyper important et pour les écoles d'ingénieurs, que c'est les passages justement à cette approche par compétences. Donc, il y a d'un côté, c'est nécessaire, pour moi, de mon point de vue, c'est nécessaire de faire ce passage en approche par compétences qui nous permet justement de donner réponse à cette pédagogie centrée sur l'apprenant. Mais on a aussi des injonctions, donc pour tous ceux qui font partie du monde des écoles d'ingénieurs, on a la CTI qui nous demande justement de construire des référentiels de compétences. Et on a France Compétences qui nous demande aussi de transformer nos enseignements
et sortir des blocs et commencer à parler un peu plus, oui, des blocs de compétences, etc. Et la construction de référentiels. Bon, donc il y a toute une transformation concernant l'enseignement qui demande justement de se servir de certaines façons des outils numériques. Et donc là, pour nous, par exemple, une des problématiques qu'on commence à retrouver, c'est la gestion justement des compétences, comment on gère tout ça. Et donc, il y a cette approche par les numériques qui est liée au pilotage des formations fondées sur les compétences, centrées compétences. Et il y a aussi la visualisation de la part des étudiants, de leur parcours. Donc, il faut proposer de façon simple de visualiser les positionnements, on pourrait dire, de l'étudiant dans un parcours qui n'est pas classique, et c'est pas ce qu'il a connu avant avec des crédits STES, etc. Donc pour tout cela, nous, on est obligé de faire appel à des outils numériques. Donc là, clairement, les outils numériques se trouvent au service de l'enseignement. Et je pense que oui, c'est bon. Les portfolios, c'est un exemple des outils qui permet aux étudiants de justement aussi de visualiser leur positionnement et aussi de faire reconnaître les compétences. Donc là aussi, je pense que c'est les outils numériques qui nous aident à la certification. Donc, il faut certifier les compétences. C'est plus la logique. Non. En fait, là je vais peut-être faire un peu des prospectives et sans dire qu'il y a une disparition de diplôme. Et la logique des compétences nous amène justement à une certification qui va être beaucoup plus fine. Et pour cela, je pense que les outils numériques vont être fondamentaux. Et même si les diplômes ils continuent à exister, et de mon point de vue, la certification des micro-compétences ou des méta-compétences, ça va devenir un vrai enjeu et qui va demander justement des outils qui vont permettre d'une certaine façon bon, déjà c'est la certification et ensuite aussi c'est on pourrait assurer que cette certification elle est réelle, elle est concrète. Et pour cela, on sera obligé de passer par des outils numériques qui vont être au service, encore une fois, de l'enseignement et de la pédagogie. À quel type d'outils, quelle catégorie d'outils numériques, on va dire, est-ce que vous pensez sur cette thématique-là, par exemple? Mais nous, on a du mal à trouver justement peut-être s'il y a des personnes de l'EdTech qui nous écoutent, et on a du mal à trouver des outils qui permettent justement de faire cette suivi et de l'approche par compétences. D'un côté, c'est un suivi qui est lié au pilotage, donc qui est beaucoup plus adressé aux directeurs de formation ou aux enseignants, donc pour visualiser de façon globale et la place de l'ensemble des étudiants dans un parcours par compétences. Et là, c'est très compliqué. Nous, une de nos écoles est en train de tester un outil fait maison, et justement pour gérer toute cette complexité. Et sinon aussi, c'est la visualisation de la place qu'a l'étudiant dans ses parcours. Donc ça, c'est beaucoup plus de point de vue de l'étudiant. Et on n'arrive pas non plus à trouver des outils qui sont pertinents et efficaces pour faire ce travail. Donc en réalité, on n'a pas encore trouvé. Et après, pour la partie qu'on peut dire liée aussi à une autonomisation, à la autorégulation ou la métacognition. Et côté étudiant, je pense qu'on a des outils, on découvre par exemple le WooFlash qui nous permet de visualiser déjà cet aspect un peu de travail en autonomie et qui apporte beaucoup à une approche par compétence où l'étudiant en général il va être un peu plus acteur de son parcours. D'accord, c'est intéressant d'entendre ça du côté des étudiants. Si on revient à ce qui était dit au tout début là, de cette partie-là, sur la nécessité aussi d'avoir un changement de posture dans une certaine mesure, en tout cas, du côté des enseignants, c'est quand même assez, comment dire,
ça peut être vu comme assez provocateur comme proposition et ça peut aussi faire peur. Comment est-ce qu'on accompagne ces changements-là de pédagogie d'un point de vue peut-être plus humain et sur ce qu'on attend des enseignants dont on attend déjà beaucoup et qui ont déjà beaucoup de choses à faire? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des idées à transmettre là-dessus? Bah, je pense que c'est toujours très compliqué ces sujets parce que pour les publics, je ne vais pas faire une critique des anciens chercheurs moi-même en étant. Mais il y a une histoire de l'enseignement supérieur qui justement est très, bon, il y a des pratiques qui sont très traditionnelles et qui fonctionnent et qui ont fonctionné depuis des années et des siècles. Et je pense que c'est très compliqué à les changer. Et surtout on pourrait dire les côtés experts de l'enseignant sur un domaine et l'amène toujours à avoir une posture des transmissions des connaissances. Et surtout quand on parle des enseignants-chercheurs, qui sont aussi des chercheurs dans un domaine particulier, et on ne peut pas, de mon point de vue, on ne peut pas arrêter ça. C'est-à-dire la personne qui crée la connaissance à partir de sa recherche, il doit aussi transmettre cette connaissance. Donc là, je ne suis pas contre les modèles traditionnels transmissifs. Mais par contre, il faudrait quand même qu'il y ait un changement de posture pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Et donc, c'est toujours trouver cet équilibre entre la transmission et l'accompagnement. Pour moi, les tutorats, ça peut être une des formules, mais je pense que c'est un changement qui est culturel aussi. Donc nous, on travaille pour les mettre en place, mais je n'ai pas la clé à tout cela. Je sais qu'il y a des enseignants qui sont hyper motivés et qui ont des bonnes raisons pour changer leur pratique et d'autres qui ne le sont pas tellement et qui aussi ils ont des bonnes raisons pour ne pas le changer. Je comprends effectivement et effectivement, il y a aussi des enjeux au niveau des différentes typologies, on va dire, de personnes qui font de l'enseignement dans l'enseignement supérieur en France, où on a effectivement des enseignants et enseignantes-chercheurs. On a également des personnes qui vont intervenir et qui viennent plutôt d'un milieu professionnel autre et qui sont intervenants ponctuels. Si on se pose justement la question des expertises et des sujets qui sont abordés, on peut revenir à la question de ce qui est poussé par les étudiants et les étudiantes comme sujet et comme intérêt qui peut pousser à transformer le contenu même des enseignements. Il me semble qu'en préparant, tu mentionnais notamment les enjeux de sobriété numérique comme faisant vraiment partie de demandes aussi des étudiants qui poussent à se transformer. Je trouve ça intéressant, ce mouvement qui vient aussi, pas de l'institution elle-même en tant qu'institution, mais vraiment plutôt des étudiants vers l'institution. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, je pense que les étudiants, ils demandent de plus en plus d'enseignements qui sont centrés sur les transitions en général. Donc là, je pense aux transitions numériques, aux transitions écologiques et aux transitions sociales. Et donc, d'un côté, nous, on l'a vécu aussi à l'IMT. Et il y a eu un mouvement très fort des étudiants pour la mise en place des parcours ou d'enseignement qui puissent vraiment prendre en compte les enjeux derrière la transition écologique. Et bah, c'est une urgence, donc je pense qu'on est tous conscients et conscientes. Mais les étudiants, ils ont été moteurs dans cette transformation. Donc, du côté IMT, et ils se sont mobilisés justement pour que, déjà, du côté de la direction générale, on puisse mettre en place des groupes de travail pour la construction d'un référentiel des compétences pour l'ingénieur responsable et qui puisse être utilisé aussi dans toutes les écoles. Donc, en fait, les étudiants nous amènent aussi à travailler de façon de faire des choses de façon mutuelle, donc travailler ensemble. Et il y avait des écoles qui étaient un peu plus à l'avance, donc on a des écoles qui sont très bien classées dans tous les rankings qui parlent justement des enseignements concernant la transition écologique, mais d'autres qui sont un peu plus à la traîne. Donc ça permet aux écoles de travailler ensemble et pour proposer aux étudiants des enseignements qui intègrent la transition écologique. Donc,
il y a la construction d'un référentiel des compétences et ça permet aux enseignants d'intégrer des contenus dans tous les domaines. Donc, l'objectif, c'est vraiment que chaque discipline il puisse intégrer ce type de contenus. Et donc, c'est pas de regarder un bloc isolé des contenus liés à la transition écologique, mais vraiment que chaque enseignant, par exemple, en maths ou en chimie, en physique, il puisse aussi intégrer des contenus liés à la transition écologique dans leurs enseignements. Et ça, c'était vraiment une demande des étudiants. Et là, on se pose des questions, justement, comment on arrive à trouver un équilibre entre tout ce qu'on propose lié au numérique et en même temps à cette demande d'être plus responsable du côté des étudiants. Et donc pour cela, bon, c'est des enjeux. Nous, on essaye d'y répondre. On ne peut pas s'arrêter d'un côté de proposer des nouveaux outils numériques pour améliorer l'expérience des étudiants, mais aussi il faut arriver à cet équilibre pour répondre aussi à cette urgence climatique. Donc ça, c'est d'un côté plutôt écologique. Ensuite, il y a aussi une demande pour les questions, on peut dire plutôt des problématiques sociales, comme ce sont par exemple les violences sexistes et sexuelles. Et donc, il y a eu tout un... Bon, c'est pas nécessairement une demande des citoyens, mais c'est aussi un fait social. Et pour cela, nous, on a justement travaillé avec des startups. Donc, on travaille avec Reverto pour mettre en place un dispositif de formation au VSS pour les promotions, toutes les premières promos des étudiants. Et on a aussi, bon, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse vivre cette expérience en réalité virtuelle qui s'appelle les consentements. Donc, l'idée, c'est vraiment que les étudiants, dès la rentrée aux écoles, ils puissent déjà comprendre quels sont les enjeux derrière les consentements. Et les étudiants, ils ont participé dans la mise en place de ces dispositifs parce que c'est des vidéos en 360 degrés. Donc, il y a toute une mise en scène où les étudiants ils sont joués. Et l'entreprise Reverte l'a proposé aussi des acteurs professionnels pour que ça soit vraiment très immersif et très réel. Et donc, ça a permis aussi de sensibiliser rapidement, grâce aux outils numériques, un nombre très important d'étudiants avec un dispositif qui est lié à la réalité virtuelle. On sait que ça génère de l'empathie et pour ceux qui vivent les expériences. Donc, ça nous permet de jouer avec les deux choses. Donc, on utilise la réalité virtuelle, qui c'est quand même un outil innovant et très riche, et pour donner réponse à une problématique qui est très actuelle et qui, surtout dans les écoles d'ingénieurs, on a vu que la plupart il y a eu pas mal de nouvelles concernant justement cette problématique ces dernières années et qui sont ressorties. Je pense que ça s'est produit depuis des années, mais qu'actuellement, ça devient très important. Et pour nous, c'est fondamental de traiter et d'éviter tous ces types de problèmes. Et pour cela, on s'est servi des outils numériques. Ensuite, il y a aussi des sujets, je pense, pour les étudiants, c'est aussi l'équilibre entre les physiques et les virtuels. Et avec les post-Covid, on a vu que certains étudiants, ils veulent plus du virtuel dans certains domaines, mais sur d'autres domaines, ils sont assez contents. Donc là, par exemple, pour les cours magistraux, ils sont, je pense, un peu plus réfractaires à suivre des cours magistraux en réalité à distance, mais par contre des TP, des travaux pratiques, des TV, et ils sont beaucoup plus ouverts à les suivre à partir des expériences virtuelles. Donc on a mis en place à l'IMT un groupe de travail sur les TP virtuels pendant les confinements qui a marché très bien parce qu'il y a pas mal d'expériences, surtout du côté numérique, donc l'utilisation des Python ou de ce type des langages qui permet justement de travailler à distance à partir de l'utilisation des machines virtuelles. Et donc là, je pense que c'est aussi un enjeu du côté des étudiants d'arriver à cet équilibre entre la présence et la distance. Effectivement, c'est un enjeu qu'on retrouve dans un certain nombre des établissements qui sont partenaires. On a effectivement en ce moment de nombreuses réflexions et expérimentations
autour de la virtualisation de lieux physiques et au contraire autour de rendre physique des interactions qui ont été de manière souvent forcée malheureusement menées à distance. Là-dessus d'ailleurs on avait il y a 1 an et demi, donc ça avait été fait juste avant le Covid, mais en réalité ce qui est dit dedans est très actuel. On avait publié un livre blanc sur les campus dans lequel on parlait justement de ces thématiques-là. N'hésitez pas à y jeter un œil. Mais il y a effectivement beaucoup de choses qui se font. C'est intéressant aussi la question de la réalité virtuelle et du lien qu'on peut faire entre transformation sociale et numérique une fois de plus. Donc merci pour ces exemples qui sont assez concrets, qui permettent de visualiser tous ces éléments-là. Le temps file. Est-ce que tu as des éléments à ajouter à ça, ou bien est-ce qu'on passe aux questions-réponses directement? Je vois qu'il est déjà 17h40. Ben, on peut passer aux questions-réponses, Ileana. On passe aux questions-réponses s'il y en a, très bien. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, Angelo Montoni a vraiment une visibilité sur ce qui se passe dans les différentes écoles du groupe IMT, donc n'hésitez pas à profiter de sa présence pour lui poser des questions sur ce qui est fait, sur des retours qu'il peut avoir dû à son expérience sur ces questions-là. Et sinon, entre-temps... alors, attendez, je crois qu'il y a une question qui est en train d'être écrite. Non, très bien. Alors, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions ou à ajouter vos témoignages. Je vois qu'il y a plein de personnes qui écrivent. Entre-temps, moi, je me posais la question... Ah, alors attendez, il y en a une. Alors, qu'est-ce qui est mis en place du côté des outils sur la question des cours de langue? Je pense que les écoles, elles gèrent de façons différentes ces aspects. Après, chaque prof, parfois, utilise des outils. Donc, je pense concrètement à certains enseignants en langue qui ont mis en place avec Geniali des jeux sérieux. Et donc, j'utilise Geniali, qui c'est un outil hyper simple et hyper sympa pour donner un peu plus d'interactivité. Et ensuite, il y a d'autres systèmes un peu plus on pourrait standardiser comme écrit plus ou les projets Voltaire, donc ça mélange un peu entre les numériques et la formation un peu plus classique. Et donc voilà, c'est ça qui revient rapidement donc, concernant les cours de langue. L'utilisation des jeux sérieux, je pense que ça devient très massif au sein de l'IMT. On a beaucoup d'enseignants qui utilisent des jeux sérieux, qui produisent des jeux sérieux et qui demandent aussi, là je me rappelle encore d'un enseignant en langue qui a demandé aux étudiants de construire justement un jeu sérieux à partir de Geniali, donc ils ont aussi la possibilité de l'utiliser. Donc on passe on donne à l'étudiant la responsabilité un peu d'une certaine façon, un peu comme presque une classe renversée de construire les jeux sérieux en langue à partir de ces outils. Donc, pour moi, c'est ça qui me vient en tête. Sur Geniali, d'ailleurs, pour information, parce que ce n'est pas forcément toujours connu, mais pour les personnes parmi vous qui utilisent WooClap, il y a une intégration entre Geniali et WooClap. Donc, n'hésitez pas à profiter du pouvoir du mélange des deux plateformes. Effectivement, c'est une bonne plateforme pour... Quelle est la place de l'outil WooClap dans tous ces outils numériques? Est-ce que c'est juste un outil sympa ou est-ce que c'est central? Et WooClap, pour nous, c'est un vrai succès. Je ne vais pas dire que c'est central dans la pédagogie, mais ça permet vraiment de donner une interactivité au cours qui est très importante. Et, donc, et déjà, c'est un outil que les enseignants ils s'approprient très facilement. Donc, pour nous, c'est aussi bien parce que ça ne demande pas trop d'efforts. Donc, niveau formation, ça ne demande pas trop d'efforts. Et les enseignants, ils l'aiment bien. Donc, pour nous, c'est un pari gagnant. Et oui, en effet, les enseignants de langue utilisent beaucoup des outils numériques. Génial et super, oui. Et un lycée d'enseignement interactif. Et Jean-Luc Castagne, si la pédagogie devrait
préciser l'outil numérique. Pourquoi dans les établissements, le recrutement porte-t-il essentiellement sur des ingénieurs technopédagogiques plutôt que des personnes issues de la psychologie cognitive ou des sciences de l'éducation? Ouais, mais je comprends très bien. Et je pense qu'il manque peut-être la visibilité au rôle des conseillers pédagogiques. Nous, à l'IMT, on n'en a pas beaucoup. Et pour moi, c'est fondamental, les conseillers pédagogiques, parce qu'avant l'outil, c'est la pédagogie. Et je pense qu'un changement de posture, il passe vraiment par l'accompagnement pédagogique et pas technopédagogique. Et donc, oui, j'encourage les équipes pédagogiques, les chefs des services, etc., à embaucher de plus en plus de conseillers pédagogiques. Nous, ça devient aussi de plus en plus important d'avoir des conseillers pédagogiques dans toutes les écoles. On a une autre question qui porte sur la question des vidéos dans la digitalisation des formations. À l'IMT, comment est-ce que vous prenez ça en compte? Donc, ce que dit donc Maxime Cruzel, c'est donc qui est dans une école d'ingénieur lui-même. Bonjour Maxime. Que pensez-vous des vidéos dans la digitalisation des formations? Certaines formations online sont presque exclusivement composées de vidéos assorties de quiz. Je pense qu'un MOOC, c'est un MOOC, nous on produit beaucoup. On est des gros producteurs des MOOC et on essaye toujours d'améliorer l'expérience des personnes qui suivent les MOOC. Donc en ajoutant, c'est pas juste des QCM et des vidéos, et on essaye de faire des activités différentes pour les gens qui suivent les MOOC. Donc il y a des accès à des machines virtuelles aussi. Donc ça, c'est très riche pour les gens qui suivent. Donc il y a la partie pratique et c'est aussi très lié à la production des MOOC qui implique aussi un développement d'une compétence. Et on a des MOOC qui c'est aussi des QCM, des vidéos, mais qui permet justement une certification à partir concrètement, je parle d'un parcours des MOOC sur la fabrication numérique et qui finalement, la certification se fait dans des Fab Labs. Donc, ça permet justement, on a un MOOC, un outil numérique avec des QCM traditionnels, mais que finalement, pour certifier les compétences acquises, ça s'est fait sur place. Et pour moi, une formation juste avec des vidéos et quiz, c'est pas une formation. Et justement, je parlais de cet enjeu d'un passage vers l'approche par compétence et l'évaluation par compétence. Et de mon point de vue, c'est une évaluation qui s'est faite à partir des tâches complexes et qui demande quand même une mise en situation réelle dans les meilleurs des cas. Donc, je ne suis pas pour la formation en 100% vidéo. Et je sais qu'après la pandémie, et dans certaines universités et même des écoles, et il y a des enseignants qui ont vu quand même un avantage à faire des enseignements centrés sur des vidéos qu'ils vont poster et après ils s'oublient les étudiants. Mais pour moi, c'est pas une bonne solution, c'est pas de la formation. Donc, un enjeu au niveau de la scénarisation pédagogique pour avoir des parcours qui soient aussi complexes possible dans les contenus et dans les formats, d'après ce que j'entends dans ta réponse. Du coup. Après, oui, il y a les problèmes de la scénarisation. Pareil, oui, pour nous, parfois j'oublie, mais oui, qu'il y a un alignement pédagogique. On l'a tellement internalisé que, oui, une formation, il faut qu'elle soit alignée. Donc, l'évaluation, elle doit être cohérente par rapport à ce qui propose l'enseignant. Donc, oui, moi, j'aime bien les MOOC, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Que des données de simples vidéos. Et après, nous, on a travaillé beaucoup pour les stockages des vidéos. Donc, ça, c'est réel, c'est une problématique. Donc, on a mis en place une plateforme qui est liée à Moodle. Donc, tout est fait pour donner la possibilité aux gens qui aiment bien de faire des capsules vidéo, parce que c'est important aussi de les faire. Mais pour nous, c'est pas l'objectif. On trouve que l'enseignement, ça va plus loin
de donner des vidéos, des capsules et des QCM. Très clair. Il y a une dernière question, mais alors je la prends du coup plutôt de mon côté. Donc, WooClap est-il RGPD? Oui, on respecte les différentes directives du règlement pour la protection des données. Et d'ailleurs, on travaille avec de nombreux établissements comme l'IMT, pour lequel c'est un point qui vaut des heures de vérification de tous les documents qu'on a à leur Je peux vous rassurer que oui, vous respectez le RGPD parce que notre DPE il est assez exigeant. Après, oui, on a passé des semaines à tout vérifier. Et donc oui, je confirme. WooClap respecte le RGPD. Merci pour cette confirmation. Et donc, je ne sais pas votre situation, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe qui pourra fournir les différents éléments qui ont permis à l'équipe de protection des données de l'IMT de se saisir de ce sujet. Je vois que l'heure passe. On est un petit peu passé au-delà de nos 45 minutes. On va bientôt s'arrêter. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites partager, Angelo, avant que l'on se sépare? Déjà, remercier WooClap pour tout ce que vous faites. C'est très important qu'il y ait des startups, mais je ne peux pas dire que vous n'êtes plus une startup, vous êtes déjà une entreprise qui travaille pour l'éducation et qui propose des produits intéressants et qui essaye d'innover aussi. Donc, WooFlash me semble-t-il que c'est un pari qui est important et travailler avec des aspects qui vont plus loin que la simple utilisation des QCM et aller aussi vers l'autonomisation des étudiants, etc. Donc, je pense que c'est très bien ce que vous faites. Et donc, je vous remercie pour ça et je pense que notre partenariat, il a été très, très, très productif. Et donc, ça, je pense que c'est juste pour vous remercier. Ensuite, oui, que la pédagogie, c'est très important dans l'enseignement supérieur. Donc, je vous encourage surtout à ne pas laisser de côté tous ces aspects dans les formations. Voilà. Alors, merci pour ces éléments. Je ne peux que dire que c'est effectivement un partenariat qui nous... Voilà, nous aussi, on est ravis d'échanger avec vous et aussi d'avoir la dimension de co-construction. Effectivement, là, notamment au sujet de WooFlash, on va avoir l'occasion d'engager aussi des étudiants, des étudiantes, des enseignants, des enseignantes sur l'amélioration de l'outil. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on propose aux partenaires. J'ai affiché un sondage à l'écran pour les personnes qui sont encore présentes et qui sont toujours connectées à WooClap. On est en train de préparer les différentes interventions sous format de webinaire qui auront lieu début 2022. N'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaiteriez avoir. Donc là, ce sont plus des questions qui sont relatives à WooClap qu'aux écoles d'ingénieurs de manière globale, mais n'hésitez pas à aller voter pour ce qui vous intéresse. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour les témoignages qui ont été partagés aussi dans le chat. C'est toujours intéressant de faire de ces espaces-là des espaces qui sont vivants. Et enfin, un grand merci, Angelo, de nous avoir fait part de ces retours qui étaient, je pense, justes et honnêtes et avec vraiment des exemples d'expérience. Donc, c'est toujours très riche. Si vous avez des questions ou des retours particuliers à faire suite à ce webinaire, n'hésitez pas à les faire à l'équipe directement en répondant à l'invitation que vous avez peut-être reçue, mais aussi, si vous voulez, en écrivant directement à arlene@wooclap.com. Voilà, que ce soit par rapport à des questions qui seraient adressées plutôt à l'Institut Mines Télécom ou plutôt à WooClap ou WooFlash. N'hésitez pas, on est là et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne dernière ligne droite avant la fin, la pause de fin d'année. Donc bon courage pour les préparations d'examen, pour les enseignements en comodal pour cas de Covid. Bon courage pour la préparation des enseignements du semestre prochain et puis à très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt, merci. Merci Angelo. Au revoir.